Au début des années 1920, le monde était fasciné par le phénomène du roi Toutankhamon. Un archéologue britannique du nom de Howard Carter a fait la découverte de la tombe du jeune pharaon dans la vallée des rois en Égypte en 1922. Mais l'intérêt du public ne se limitait pas à l'or et aux bijoux découverts. La presse a largement couvert la malédiction des pharaons. Mais était-elle fondée? Une ancienne malédiction était-elle vraiment responsable des morts inexpliquées survenues à chaque incursion dans les pyramides? À l'époque, c'était la seule explication pour une série de décès mystérieux. L'un des hommes présents lors de l'ouverture de la chambre funéraire de Toutankhamon, George Herbert, le 5e comte de Carnarvon, n'a survécu que 5 mois après cette découverte. Il avait également financé les fouilles. Arrive ensuite Sir Arthur Conan Doyle. Vous le connaissez probablement, l'écrivain anglais qui est derrière Sherlock Holmes. Il avançait qu'un élémentaire maléfique était responsable du décès de l'explorateur. Il devait sûrement plaisanter? Hélas, non. Les journaux ont continué d'associer la malédiction des pharaons à chaque décès d'égyptologues. Comme leur nom l'indique, ce sont les scientifiques qui étudient les anciennes cultures égyptiennes. L'archéologue qui a ouvert la tombe du roi Toutankhamon est décédé 17 ans après la découverte. La cause de sa mort, la maladie de Hodgkin, n'était pas un secret. Malgré cela, des journalistes du monde entier ont continué à évoquer une malédiction, ce qui commençait à friser le ridicule. La science devait pourtant fournir une explication rationnelle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'elle a fait, et elle était liée à la présence de moisissures communes. Des champignons nocifs, tels que l'aspergillus, peuvent survivre pendant de longues périodes dans des tombes scellées. Lorsqu'ils sont inhalés par des gens dont le système immunitaire est affaibli, cela peut entraîner un risque élevé d'infection. Aujourd'hui, les médecins pensent que c'est ce qui est arrivé aux malheureux explorateurs il y a plus d'un siècle. Les scientifiques savent maintenant que ce type de champignon prospère particulièrement bien sur les céréales. Or, la tombe de Toutankhamon était remplie d'offrandes sous forme de paniers remplis de céréales crues et de pain. Les chercheurs ont également trouvé d'autres variétés de champignons sur les anciennes momies égyptiennes. Ces moisissures peuvent entraîner de graves complications pour les êtres humains. Le danger inhérent aux matières organiques en décomposition est bien réel. Il suffit de regarder à l'intérieur de votre réfrigérateur. Tous les restes de nourriture commencent à se décomposer après seulement 3 à 4 jours. Vous pouvez donc imaginer ce qui se produit avec de la nourriture dans une chambre scellée pendant des milliers d'années. La nourriture n'est qu'un type de matériau organique. Le bois en est un autre. Lorsqu'il est exposé à l'eau ou à l'humidité de l'air, il commence également à se détériorer. Il n'est pas nécessaire de se rendre en Égypte pour observer les effets de ce processus. Tout bâtiment abandonné dans votre quartier peut en témoigner. Lorsqu'un morceau de bois est mouillé et n'a pas moyen de sécher, c'est là que surviennent les dommages. Des champignons aux insectes xylophages, la liste est longue. La pourriture du bois pose un problème structurel considérable, car les poutres et les planchers sont souvent constitués de ce matériau. Il est donc préférable de ne pas pénétrer dans un bâtiment en décrépitude, au risque de facilement perdre pied. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les matériaux de construction ont évolué depuis l'époque des pharaons, mais les risques associés ont également changé. Un exemple frappant est l'amiante. Jusqu'aux années 1970, cette substance était largement utilisée dans de nombreux matériaux d'isolation domestique, des chaudières à l'insonorisation. Dotée de microfibres, l'amiante offrait une isolation thermique remarquable. Cependant, les États-Unis ont interdit son utilisation en 1989, suivi par l'Europe la décennie suivante. Cette décision a été motivée par le risque pour la santé que représente l'amiante lorsqu'il est endommagé. L'inhalation de ces fibres peut entraîner de graves problèmes de santé, et les structures abandonnées regorgent souvent de ce matériau, sans personne pour en assurer l'entretien. Vous comprenez maintenant le danger encouru. Un autre matériau fréquemment rencontré dans les anciens bâtiments est le plomb. Les Romains de l'Antiquité utilisaient des tuyaux de plomb pour acheminer l'eau des sources jusqu'à leurs habitations. Et ils utilisaient également des ustensiles de cuisine en plomb, ce qui n'était probablement pas la décision la plus avisée. En effet, le plomb et l'eau ne font pas bon ménage en raison d'un phénomène appelé corrosion. Mais ce problème n'est pas uniquement historique. Les autorités américaines n'ont interdit l'utilisation de tuyaux en plomb qu'en 1986, ce qui signifie que 7% des foyers américains utilisent encore des conduites d'eau faites de ce métal. De plus, jusqu'au milieu des années 1960, la peinture au plomb était couramment utilisée pour revêtir les boiseries. Dans les bâtiments abandonnés, cette couche de peinture s'est depuis longtemps écaillée, exposant ainsi la poussière de plomb, que toute personne qui manipule des portes et des fenêtres risque d'inhaler. Les particules de poussière sont au moins visibles à l'œil nu, ce qui n'est pas le cas du monoxyde de carbone. Ce gaz est incolore, donc impossible à voir,
et inodore, donc impossible à sentir. Il est donc difficile de détecter une fuite de monoxyde de carbone. Comment ce gaz dangereux s'échappe-t-il généralement? En raison d'un mauvais entretien. Or, les bâtiments abandonnés ne bénéficient d'aucun. Ainsi, alors que vous explorez une vieille usine, vous pourriez subitement ressentir des étourdissements et de terribles maux de tête. Ce ne sont là que quelques-uns des symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone, parmi les plus bénins. Mais quelle en est la source? Il suffit qu'une vieille chaudière cède enfin après des années de négligence. Nous nous heurtons à une question cruciale. Quel est le principal déterminant de la qualité de l'air à l'intérieur d'une pièce? Si vous pensez à l'oxygène, vous faites fausse route. En réalité, les niveaux d'oxygène ne diminuent que de 0,3% en 8 heures dans une pièce hermétiquement close. Cette diminution est encore plus minime dans des conditions normales, où les portes et les fenêtres ne sont pas scellées. Ainsi, l'oxygène n'est pas le principal souci. Ce sont plutôt les niveaux de dioxyde de carbone, ou CO2, qui augmentent considérablement à l'intérieur d'une pièce fermée. Cela découle directement de la respiration humaine. Nous inhalons de l'oxygène et expirons du CO2, qui devient ainsi un gaz résiduel. Normalement, il ne représente qu'une infime fraction de l'air que nous respirons, soit 0,04%. Toutefois, dans une pièce close, des niveaux élevés de dioxyde de carbone peuvent entraîner la somnolence. Et c'est la dernière chose dont vous avez besoin lorsque vous vous trouvez dans un édifice délabré. Le dioxyde de carbone réduira votre capacité à penser clairement. Une étude intéressante menée par des chercheurs de Harvard en 2016 en témoigne. Ils ont invité des employés de bureau à venir travailler pendant 6 jours consécutifs pour effectuer un test de résolution de problèmes. Au cours de la semaine, les niveaux de dioxyde de carbone ont été progressivement accrus dans ce bureau fictif. Les résultats du même test se sont détériorés au fil du temps. Bien sûr, de nombreux facteurs entrent en jeu, mais les niveaux de CO2 ont indéniablement eu un impact sur la capacité des travailleurs à résoudre les problèmes. Cette étude s'est déroulée dans un environnement de bureau typique, et non dans un bâtiment en ruine où les visiteurs doivent surveiller chacun de leurs pas. Quand je parle de visiteurs, je fais vraiment référence à des intrus. Et l'intrusion constitue un délit, applicable tant aux propriétés privées que publiques. Si vous enfreignez la loi, vous pourriez faire face à une amende pouvant atteindre 15 000 €, voire une peine de prison. Voilà qui devrait vous faire réfléchir à 2 fois, avant de sauter par-dessus une clôture portant un panneau d'interdiction. De plus, vous pourriez ne pas être seul à l'intérieur. Vous ne saurez jamais qui d'autre se trouve dans le bâtiment. Peut-être une personne mal intentionnée. Qui sait? Cette menace n'est pas nécessairement représentée par une personne. Les animaux peuvent aussi être dangereux. Vous seriez effrayé de rencontrer un rat, par exemple. Mais le pauvre animal serait tout aussi effrayé et pourrait vous mordre. Les rats peuvent transmettre une liste assez longue de maladies. Mais leurs dents peuvent... On vient de mettre au jour la tombe d'un médecin royal ayant vécu il y a plus de 4 millénaires. Un homme entre les mains duquel reposait la vie des pharaons. Il détenait des secrets si précieux qu'ils n'étaient connus que des souverains et des dieux. Et pourtant, lorsqu'ils ouvrirent sa tombe en 2024, nul corps n'y fut découvert. Seules demeuraient des peintures éclatantes, épargnées par les siècles, et d'étranges symboles gravés dans la pierre. Qui était cet homme? Et pourquoi fut-il inhumé avec des incantations liées à la déesse Scorpion? Le tombeau reposait profondément enseveli sous les sables de Saqqara. Le médecin se nommait Téti-Nebefou. Il vécut il y a environ 4100 ans, durant l'une des périodes les plus énigmatiques de l'histoire égyptienne, la frontière incertaine entre son apogée et son déclin. C'étaient les derniers instants de l'ancien empire égyptien. Le soleil scintillait encore sur les pyramides tout juste achevées, mais déjà les ombres s'allongeaient. Le pharaon Pépi II aurait régné plus longtemps que nul autre avant lui, pendant 90 ans. Or, à l'issue de son règne, le royaume se fissurait, l'autorité centrale se fragilisait, les chefs locaux prenaient de l'ascendant, et les crues du Nil devenaient capricieuses. Dans ce contexte incertain, le médecin énigmatique semblait pourtant prospérer. Sa tombe fut exhumée par une mission archéologique franco-suisse, à l'ombre des antiques pyramides. Ce qui intrigua le plus, ce fut la découverte de la chambre funéraire. Aucun corps, aucune richesse. Il apparut que le tombeau avait hélas été pillé depuis longtemps. Mais ce qui subsistait s'avérait encore plus fascinant. Les mots et les images gravées sur les parois. Les fresques conservent une intensité saisissante, des couleurs vives, miraculeusement préservées malgré les siècles passés sous terre. On y voit des jarres, des récipients, d'étranges motifs abstraits et des formes géométriques. Et surtout, les hiéroglyphes, des lignes entières d'écriture sacrée.
gravées avec une précision telle qu'on croirait qu'une âme entière s'y est déversée. Ces inscriptions ont permis de découvrir la véritable identité de Tétinébéfou. Il n'était pas un simple praticien. Il portait le titre de conjurateur de Serket. Serket, déesse égyptienne associée au scorpion, vénérée et redoutée, était censée neutraliser les venins, guérir les morsures et préserver les vivants des toxines. Ce titre de conjurateur indiquait que Tétinébéfou était un spécialiste des piqûres et morsures dangereuses. Et si une tombe entière lui avait été consacrée, c'est sans doute qu'il était l'expert suprême d'Égypte en la matière. Un homme qui soignait à la fois par la médecine et la magie. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il portait également le titre rarissime de directeur des plantes médicinales, mentionné une seule autre fois dans toute l'histoire égyptienne. Ce qui signifie qu'il maîtrisait l'usage thérapeutique des herbes, racines et huiles avec un savoir inégalé. Vous vous demandez peut-être, quelle plante dans un pays dominé par le sable? Pourtant, les anciens Égyptiens utilisèrent des traitements à base de plantes qui seraient encore crédibles dans certains laboratoires actuels. Ils fabriquaient pilules, onguents et inhalateurs, choisissant un principe actif, un arôme pour en faciliter l'absorption, et un vecteur pour le diffuser dans le corps. Cela ne vous rappelle rien? Certes, ils ne disposaient pas d'une grande variété de plantes traditionnelles. Ainsi, certains ingrédients peuvent nous sembler étranges, comme le mélange d'excréments de crocodile et d'acacia avec du miel. Ils avaient même élaboré des recettes de crème contre les rides. Il apparaît aussi que ce guérisseur énigmatique portait le rare titre de dentiste en chef, une désignation quasiment absente des archives antiques. Les preuves de la pratique dentaire en Égypte ancienne sont extrêmement rares. Ce savant ne se contentait donc pas de combattre les venins ou d'étudier les plantes. On lui confiait également le soin des dents et des mâchoires, particulièrement démunis à l'époque. Les anciens Égyptiens ont beau avoir érigé des merveilles, leurs dents en ont souffert. Le sable se glissait constamment dans leur alimentation. Le pain bourré d'impuretés et les légumes crus râpaient l'émail, provoquant une pathologie redoutée, l'attrition. Les conséquences étaient mandat multiples, dont la perte prématurée des dents. Ils ont donc dû improviser. Par exemple, en concoctant le plus ancien dentifrice connu, à base de roche pilée, de menthe et de poivre, un mélange qui, ironiquement, irritait les gencives. Ou encore des pâtes dentaires à base de coquilles d'œufs, de pierre ponce et de natron, un minéral salé utilisé comme agent nettoyant. Ils développaient aussi des bains de bouche à base de céleri, de son et d'herbes pour apaiser ces maux. Certaines momies ont même été découvertes avec des appareils rudimentaires, des bagues métalliques et des fils d'or retenant les dents manquantes. On ignore toutefois s'il s'agissait d'un traitement pour les vivants ou d'un ornement funéraire destiné à l'au-delà. Tétinébéfou maîtrisait donc tous ces domaines. 3 titres rares réunis en un seul homme. À son époque, il devait passer pour un véritable puits de science. Dans un monde sans technologie moderne, il faisait figure de magicien, capable de sauver une vie grâce à une simple feuille ou une banale écorce. C'est pourquoi les archéologues estiment qu'il ne s'agissait pas d'un médecin ordinaire. Il aurait été le médecin royal, celui qui veillait sur la santé du pharaon lui-même. On ignore quel roi il servait, peut-être Pépi en Meu, et qui sait, c'est peut-être à lui qu'il devait son exceptionnelle longévité. Si cela était avéré, Tétinébéfou aurait alors été témoin de l'effondrement de l'ancien empire, observant la fin de l'âge d'or depuis le cœur du palais. Puis il fut enseveli après sa mort, et sa dépouille, dérobée ou perdue avec le temps. Mais l'équipe poursuit l'étude du tombeau, mettant encore au jour les traces de cet homme hors du commun. De manière générale, l'ancienne médecine égyptienne atteignait un niveau étonnamment avancé. Bien des pratiques nous paraissent encore familières aujourd'hui. Ils avaient des hôpitaux, des spécialistes, des interventions chirurgicales, et même des écoles de médecine. Hommes et femmes pouvaient devenir médecins. Ils utilisaient divers traitements et pratiquaient la chirurgie avec de vrais instruments. Scalpel, pinces, fils de suture. Certains soignaient uniquement les yeux, d'autres les dents, l'estomac, ou ce qu'ils nommaient les maladies cachées. Ils nettoyaient et bandaient les plaies, réparaient les os fracturés à l'aide d'attelles en bois ou en roseaux enrobés de lin et savaient éviter les infections. On comptait même des proctologues. Ils ont aussi conçu les premières prothèses, comme un orteil en bois muni de lanières de cuir, permettant à des patients de retrouver une démarche normale. La plus ancienne prothèse connue date de 3000 ans. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils ont aussi tenté d'extraire des tumeurs.
Une étude récente a analysé un crâne vieux de 4000 ans, celui d'un homme d'une trentaine d'années. On y a trouvé des traces de tumeurs anciennes. Et autour de 3 d'entre elles, des incisions nettes faites à l'aide d'un outil métallique. Preuve qu'on a peut-être tenté de les retirer ou de les examiner. Était-ce un traitement? Une autopsie? On l'ignore. Un autre crâne, celui d'une femme âgée de plus de 50 ans, présentait les mêmes signes, mais aussi des fractures anciennes, parfaitement consolidées. Ce qui laisse penser que ces soins ont sans doute été efficaces. Être guérisseur dans cette société signifiait détenir un pouvoir immense, combinant les rôles de prêtre, de savant et de magicien. Pour les anciens Égyptiens, la médecine était un art nécessaire, vénéré autant d'égards que leur dieu. Ils pensaient que la maladie relevait à la fois du corps et de l'esprit. Ainsi, un médecin pouvait à la fois appliquer un onguent et réciter une incantation. Et bon nombre de leurs traitements portèrent leurs fruits. Leur réputation dépassait les frontières. Des souverains venus de contrées lointaines, comme la Perse, faisaient appel à eux. Même Homère affirmait que les Égyptiens étaient les guérisseurs les plus doués d'entre tous. Bien sûr, leur compréhension du corps humain n'était pas parfaite. Ils croyaient que le cœur gouvernait pensée et émotion, sans saisir le rôle du cerveau. Pourtant, leur méthode, observer les signes, établir un diagnostic, proposer un traitement, ressemble furieusement à celle de notre médecine moderne. Ils accompagnaient leurs gestes de prière, certes, mais ils refermaient aussi les plaies. Leur médecin le plus célèbre, Imhotep, était un véritable polymathe, architecte, prêtre, guérisseur. Il fut si admiré de son vivant qu'on finit par le vénérer comme un dieu de la médecine. Et oui, un simple mortel, promu au rang de divinité. Et dire qu'il a vécu 2000 ans avant Hippocrate, qu'on considère pourtant comme le père de la médecine. D'ailleurs, certains suggèrent ironiquement qu'on devrait abandonner le serment d'Hippocrate pour lui préférer le serment d'Imhotep. Car ces Égyptiens ne posaient pas seulement des pierres, ils posaient les premières bases de la médecine. Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystère. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leur motivation. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre,
comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bach-Plémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symboles des deux côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade. Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre, une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans.
Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Comme nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. Il existe un site archéologique remarquable près de Saint-Louis, dans le Missouri, dont peu de personnes ont entendu parler. Nommé Cahokia, il fut jadis une métropole florissante abritant jusqu'à 2000 habitants au cours du XIe siècle. Ce lieu est parsemé d'imposants tertres de terre façonnés à la main, dont le plus monumental subsiste encore aujourd'hui au Cahokia Mound State Historic Site. Bien que de nombreux aspects de cette civilisation demeurent mystérieux, les chercheurs ont pu en reconstituer certains éléments grâce aux vestiges mis au jour. Parmi ces découvertes figuraient des dents particulièrement anciennes. Leur analyse détaillée a révélé que Cahokia accueillait une grande diversité de peuples autochtones. Environ un tiers des habitants provenaient d'autres régions du centre du continent, ce que les scientifiques ont déterminé en étudiant la composition chimique des dents retrouvées. Fait remarquable, l'agencement des monticules indique que Cahokia était une ville conçue avec une organisation précise et non une simple juxtaposition de villages. Les élites résidaient au sommet de ces structures, tandis que le reste de la population occupait d'autres habitations. Il est fascinant d'imaginer que cette cité abritait des activités variées, telles que l'agriculture, la chasse, l'exploitation du bois, la poterie et le tissage. Au cœur même de Cahokia, se dressait un monticule colossal d'environ 30 mètres de hauteur, entouré d'une vaste palissade en bois. À l'intérieur de cette enceinte se trouvait le centre névralgique de la ville, comprenant une grande place ouverte. Les archéologues estiment que cette dernière avait été conçue pour symboliser les 4 points cardinaux. On pourrait croire que ceux qui l'ont bâtie cherchaient à créer un lieu en parfaite harmonie avec l'univers. Le centre de Cahokia était le cœur des cérémonies et des rassemblements majeurs, et son importance était telle que des visiteurs extérieurs venaient spécialement pour y assister. Le destin de cette cité demeure incertain. Certains avancent que son effondrement serait dû à une déforestation excessive, ayant perturbé l'équilibre naturel. D'autres spécialistes contestent cette hypothèse, soulignant que la qualité des sols était encore préservée après l'abandon de la ville. Les premiers colons n'étaient pas encore arrivés à l'époque, écartant ainsi toute influence de leur part. Une autre théorie évoque des conflits avec des communautés voisines, qui auraient précipité son déclin. Aujourd'hui, plus de 65 tertres sont encore visibles, et il est même possible d'escalader le plus imposant d'entre eux. Ce site exceptionnel pourrait bientôt obtenir le statut de parc national, une raison de plus de le découvrir avant qu'il ne devienne une destination trop prisée. Mohenjo-Daro est une autre cité antique disparue qui demeure entourée de mystères. Située dans l'actuel Pakistan,
Elle connut son apogée durant l'âge du bronze et se distinguait par son niveau d'avancement remarquable. Son réseau d'adduction d'eau et son architecture sophistiquée surpassèrent de loin ceux des autres villes de l'époque. Pourtant, elle demeure bien moins célèbre que les grandes cités antiques d'Égypte ou de Mésopotamie. Plus énigmatique encore, son abandon soudain, dont la cause reste encore inconnue. Bien que la ville ait été mise au jour en 1911, les archéologues mirent du temps à saisir toute son importance. Les fouilles révélèrent notamment un système d'assainissement avancé, comprenant plus de 700 puits, des bains privés ainsi que de vastes thermes publics. De manière impressionnante, même les habitations individuelles disposaient de toilettes reliées à un réseau d'égouts fonctionnels qui s'étendait à travers la ville. Mohenjo-Daro était également un centre commercial dynamique, produisant des poteries raffinées, des bijoux et des figurines qui s'exportaient à travers toute la région. Malgré cette sophistication, la raison de son abandon reste inconnue. Certains suggèrent que des changements dans le cours du fleuve Indus auraient pu être un facteur déterminant. Quant aux inscriptions laissées par ses habitants, elles restent indéchiffrables, même pour les experts les plus aguerris, compliquant encore davantage la reconstitution de son histoire. Avez-vous déjà entendu parler du village perdu de Kolmanskop? Autrefois, il s'agissait d'une petite colonie établie au cœur du désert du Namib. Selon la légende, elle tiendrait son nom d'un certain Coleman, qui se serait enlisé dans les dunes avant de disparaître à jamais. Toutefois, ce n'est pas là l'aspect le plus curieux. En 1908, un cheminot découvrit une pierre brillante et la montra à son chef d'équipe, qui s'avéra être un minéralogiste amateur. Après analyse, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un diamant. Rapidement, Kolmanskop devint la ville la plus prospère d'Afrique et l'un des endroits les plus riches au monde. On y trouvait de luxueuses maisons, une école, un hôpital et même une usine à glace destinée à approvisionner les garde-manger. L'hôpital était équipé de la toute première machine à rayons X d'Afrique australe, supposément employée pour s'assurer que les ouvriers ne tenteront pas d'avaler des diamants en douce. Mais dès la fin des années 20, la découverte d'un autre gisement diamantifère à proximité entraîna le déclin de Kolmanskop. Peu à peu, ses habitants partirent en quête de nouvelles opportunités, laissant derrière eux une ville déserte. En 1938, l'ensemble des équipements industriels fut déplacé vers le sud, condamnant Kolmanskop à l'oubli. Son dernier habitant quitta les lieux entre 1956 et 1960. Cependant, le climat aride a permis une remarquable conservation des bâtiments, transformant cette cité fantôme en un site prisé des visiteurs. Vous avez certainement entendu parler du Machu Picchu, cette fascinante cité antique située au Pérou. Perchée sur les hauteurs vertigineuses des Andes, elle s'étend sur une vaste superficie et surplombe les vallées environnantes. Son importance historique et son architecture lui valent d'être classée parmi les merveilles du monde moderne. Toutefois, son véritable usage reste un mystère. Bien qu'elle ait pu abriter jusqu'à 750 personnes, les traces humaines y sont limitées. Certains avancent qu'il s'agissait avant tout d'un lieu spirituel ou cérémoniel, tandis que d'autres le voient comme un luxueux centre de villégiature destiné à l'élite inca. La présence de vastes terrasses suggère une fonction agricole expérimentale ou un rôle commercial. Une autre hypothèse, plus surprenante, évoque l'éventualité d'une prison, en raison de la découverte d'un espace ressemblant à une cellule. Il est intriguant de constater qu'aujourd'hui encore, les archéologues et les historiens peinent à comprendre comment cette cité a été édifiée. Saviez-vous que les Incas n'auraient probablement pas utilisé de roues pour transporter les matériaux? Pourtant, d'énormes blocs de granit ont été hissés jusqu'au sommet escarpé des Andes, alors même que leur poids était considérable. Certains estiment que des centaines d'ouvriers unissèrent leurs forces pour faire progresser chaque roche jusqu'au sommet. Les gigantesques pierres du Machu Picchu sont si parfaitement ajustées qu'aucune fissure n'est visible entre elles. Ce détail remarquable confère à la structure une incroyable résistance au séisme, un atout majeur dans un pays comme le Pérou, sujet aux secousses telluriques. Mais comment ces blocs parviennent-ils à rester en place malgré les séismes? Ils subissent en réalité de légers déplacements avant de retrouver spontanément leur position d'origine, donnant l'impression d'une danse naturelle. Certains avancent
que des cales en bois humidifié auraient été employées pour stabiliser les pierres, mais cette hypothèse semble peu compatible avec l'ampleur des constructions. Les bâtisseurs du Machu Picchu semblent également s'être passés de bêtes de somme et d'outils en fer. Ils ont dû façonner et assembler chaque élément à la seule force de leurs mains. De surcroît, la citadelle repose sur une faille tectonique, ce qui a nécessité le déplacement de vastes quantités de roches et de terre afin d'aplanir le terrain. On pense même que la véritable prouesse se cacherait sous la surface, où des fondations profondes et un ingénieux système de drainage assurent la stabilité du site. D'ailleurs, un réseau hydraulique souterrain, jusque-là inconnu, a récemment été mis au jour grâce à la numérisation 3D. Les Incas n'utilisèrent pas de mortier pour assembler les blocs de granit, mais leur travail était si précis qu'il est impossible d'y glisser une feuille de papier. Une hypothèse suggère que les artisans employaient des outils de pierre constitués de matériaux plus durs que les blocs façonnés. Si une question continue de dérouter les archéologues de nos jours, c'est bien celle-ci. Comment les anciens Égyptiens ont-ils édifié ces pyramides monumentales? D'après ce que nous savons à ce jour, leurs moyens semblaient plutôt limités, notamment en ce qui concerne les outils et les matériaux nécessaires à la construction. Bien que nous ne disposions toujours pas d'une réponse pleinement convaincante, certaines théories fascinantes méritent d'être examinées. Parmi ces hypothèses, l'une des plus crédibles évoque une méthode ingénieuse employée par les Égyptiens. Imaginez un instant, ils auraient ainsi bâti une rampe inclinée et sinueuse, composée de briques, de terre et de sable, entourant progressivement la pyramide en construction. Au fur et à mesure que l'édifice gagnait en hauteur, ils auraient simplement ajusté la taille et l'étendue de cette structure. Une méthode ingénieuse qui rappelle un jeu de Jenga antique. Mais alors, comment parvenaient-ils à hisser ces blocs de pierre colossaux jusqu'au sommet? Selon Hérodote, l'éminent historien grec de l'Antiquité, ils auraient eu recours à des traîneaux, des rouleaux et des leviers, transformant ainsi le chantier en une gigantesque épreuve de force collective. Toujours d'après ces récits, il aurait fallu pas moins de 20 années pour achever la pyramide de Khéops, ce chef-d'œuvre emblématique. Hérodote ne s'arrête pas là. Il avance un chiffre stupéfiant, affirmant que 100 000 hommes auraient donc participé à cet incroyable projet. A-t-on engagé l'ensemble de la population égyptienne? Probablement pas. Mais il est plausible que la majorité de ces ouvriers ayant été des paysans mobilisés durant la période de crue du Nil, lorsque les travaux agricoles étaient suspendus. Une organisation ingénieuse adaptée au cycle naturel du fleuve. Les archéologues contemporains ont toutefois apporté des nuances à cette vision. Vers la fin du XXe siècle, des découvertes ont révélé que la main-d'œuvre pourrait avoir été bien moins nombreuse et davantage spécialisée. Au lieu des 100 000 ouvriers supposés, une équipe d'environ 20 000 travailleurs permanents, assistés par un personnel de soutien incluant boulangers, médecins et quelques prêtres, aurait suffi à mener à bien cet exploit architectural. Une autre théorie, pour le moins audacieuse, avançait que les pyramides auraient été bâties de haut en bas. Selon cette hypothèse, ces édifices monumentaux n'auraient été à l'origine que de simples collines isolées servant de carrières. Les pierres en auraient été extraites progressivement, et au fil du temps, des ingénieurs successifs auraient remodelé ces collines pour leur donner la forme des pyramides emblématiques que nous admirons aujourd'hui. Avant de rejeter cette idée comme une pure fantaisie, certains y voyaient une part de plausibilité. Après tout, des collines isolées existent bel et bien dans certains cas, laissant entrevoir une légère possibilité de vérité dans cette hypothèse. Que ce soit à travers la construction de rampes ou des techniques de travail ingénieuses, une chose demeure incontestable. Ces pyramides continuent de fasciner l'histoire et d'alimenter notre imagination. En évoquant les mystères de l'Égypte ancienne, il y a aussi cet immense obélisque inachevé, un vestige intrigant qui suscite de nombreuses interrogations parmi les scientifiques quant à sa méthode de façonnage. Certains pensent que nos ancêtres auraient eu recours à des pilons manuels pour accomplir ce travail colossal. Un spécialiste propose toutefois une interprétation différente. En examinant attentivement les motifs laissés par l'outil utilisé, il souligne une caractéristique intrigante. Les parois des tranchées entourant l'obélisque affichent des stries régulières et bien alignées, ce qui semble improbable si ces marques résultaient uniquement de coups portés par des mains humaines. Selon cet expert, ces striations horizontales sont typiques d'un outil mécanique effectuant des pauses régulières tout en retirant la matière. Mais ce n'est pas tout. Imaginez un outil oscillant d'avant en arrière contre les parois de la tranchée, évacuant les débris pour empêcher un rétrécissement progressif.
Dans ce scénario, cet outil aurait pu imprimer des stries horizontales particulières aux endroits où il exerçait une pression contre les parois latérales. Cela semble être de la technologie de pointe, n'est-ce pas? Et devinez quoi? Il est peu probable que les Égyptiens de la 18e dynastie aient eu accès à un savoir-faire aussi avancé. Un autre égyptologue renommé, lors de ses explorations, a également découvert plusieurs perceuses à carottes. Bien que les véritables mèches de forage en soient absentes, sa collection renferme des vestiges curieux de carottes en calcaire, en albâtre et même en granit. Les Égyptiens ne se contentèrent cependant pas de ces constructions impressionnantes. En réalité, ils furent les génies à l'origine du miroir portatif. Oui, ce petit miroir que l'on utilise quotidiennement pour inspecter notre apparence. Mais voici l'astuce. Ces miroirs étaient de véritables œuvres d'art. Ils étaient ornés d'inscriptions et de figures décoratives. Ce n'est pas tout. Les Égyptiens prenaient grand soin de leur apparence. Ils comprenaient l'importance de l'hygiène personnelle et de soigner leur image. Dans leur quête de dents éclatantes, ils ont inventé les brosses à dents et le dentifrice. Les problèmes dentaires étaient fréquents à l'époque et leur sourire n'était pas forcément d'un blanc immaculé. L'art dentaire n'était pas leur domaine de prédilection, vous comprenez? Peut-être que leurs esprits étaient plus accaparés par la construction des pyramides. Cela dit, ces anciennes recettes de dentifrice étaient loin d'être inintéressantes. L'une des concoctions les plus originales incluait du sel gemme, de la menthe, des pétales d'iris séchés et du poivre. Quelques dentistes ont eu le courage de tester cette formule et, à leur surprise, elle s'est révélée assez efficace. De la cendre broyée était incluse dans une autre recette pour préparer une pâte nettoyante pour les dents. Mais l'absence de menthe laissait quelque peu à désirer en matière de fraîcheur. C'est alors que les Égyptiens ont eu l'idée brillante d'inventer les premiers bonbons pour la laine. Ils fabriquèrent des pastilles à base d'épices chauffées, comme la cannelle, qu'ils mêlaient à du miel. Passons maintenant à l'art de la décoration intérieure, à la mode égyptienne. Ils ont véritablement élevé l'ornementation à un tout autre niveau. Bien que la décoration du mobilier ait pris naissance en Mésopotamie, les Égyptiens l'ont sublimée. Ils ont misé sur une grande variété de couleurs et ont même créé des papiers de différents grammages. Et n'oublions pas ces petits tapis d'appoint que nous possédons tous chez nous aujourd'hui. Devinez qui en a eu l'idée? Eh bien, les Égyptiens. Ils utilisaient la plante de papyrus, extrêmement versatile, pour tisser ces tapis douillets. Et en parlant de tendance, les Égyptiens étaient de grands amateurs de bibelots. Ils possédaient toute une collection de petites figurines représentant des chats, des chiens et des personnages humanoïdes. Ces statues étaient fabriquées dans divers matériaux, allant de la boue séchée au soleil jusqu'à l'or. Tout dépendait de votre richesse. L'agriculture occupait une place de choix dans la société égyptienne. Et ils comprenaient en bien que l'eau propre était essentielle pour leur culture et leurs bêtes. C'est pourquoi ils ont mis au point des inventions et des techniques visant à garantir la fertilité de leurs terres et le bien-être de leurs plantes. Ils ont d'abord eu l'idée brillante d'utiliser des charrues tirées par des bœufs. Il existait deux types de charrues, lourdes et légères. La charrue lourde labourait en profondeur, creusant de grands sillons, tandis que la charrue légère suivait, aérant la terre. Mais ce n'était pas tout. Après le labourage, les Égyptiens brisaient les mottes de terre et semaient les graines. Pour bien enfoncer ces graines dans les sillons, ils faisaient traverser leur bétail sur le champ, fermant ainsi efficacement les sillons. Mais tout ce travail serait vain si les graines restaient aussi sèches que le désert. C'est là qu'intervient l'irrigation. Les Égyptiens étaient si compétents dans ce domaine que d'autres civilisations, comme les Grecs et les Romains, ont été forcées d'adopter leur méthode. Maintenant, changeons de sujet et plongeons dans l'architecture splendide de l'Égypte ancienne. Ces bâtisseurs n'étaient pas seulement des experts en agriculture, ils étaient aussi des maîtres architectes. Ils ont construit des canaux raffinés pour acheminer l'eau vers les fermes et villages, et croyez-nous, ils savaient comment embellir ces canaux. Imaginez-vous flâner le long d'un canal bordé de structures décoratives. Le pharaon Ramsès II, surnommé le Grand, était un véritable prodige en matière de construction. L'une de ses créations les plus impressionnantes se trouve à Abou Simbel. Ce temple a été conçu de façon à ce que, 2 fois par an, le soleil pénètre directement dans le bâtiment pour illuminer la statue du pharaon. Et n'oublions pas l'encorbellement. Sans cette merveille architecturale, des structures aussi impressionnantes que la pyramide de Khéops n'auraient jamais vu le jour. Il fait nuit, et tu t'apprêtes à pénétrer dans la dernière demeure du pharaon Toutankhamon. Tu n'as pas de torche, mais tu t'es au moins muni d'une lampe de poche.
Tu descends plusieurs étages et tu remarques que les murs sont gravés de hiéroglyphes et de ce qui ressemble à un sort. Le sort dit « Ceux qui emporteront quoi que ce soit de cet endroit seront maudits ». Même si tu n'y crois pas vraiment, ça te fait un peu peur. Tu trouves une énorme porte en pierre. Est-ce un piège? Tu réussis à l'ouvrir, mais non, derrière, la salle est vide. Tu consultes ta carte. Il semble que tu suives la bonne direction. Au bout de plusieurs heures, tu comprends que tu es pris au piège dans un labyrinthe. Tu essayes de revenir sur tes pas, mais tu ne trouves plus la porte par où tu es entré. Ça y est, te dis-tu, tu es tombé dans le piège du pharaon. Et tu n'as rien apporté à manger. Nous avons tous vu des films hollywoodiens dans lesquels le personnage principal explore des ruines et se trouve confronté à des pièges très dangereux, n'est-ce pas? On nous a répété que la royauté égyptienne protégeait ses dernières demeures à l'aide de scorpions et de serpents venimeux, de portes coulissantes qui vous emprisonnent à vie et d'immenses rochers qui écrasent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Mais ces pièges étaient-ils vraiment réels? Je regrette d'avoir à te l'annoncer, mais il ne s'agit que de fiction. Ces pièges sont trop complexes techniquement pour que des civilisations anciennes aient pu les concevoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pièges du tout. Les civilisations anciennes, comme celles des Égyptiens et des Mayas, construisaient des monuments qu'elles dédiaient à leurs grands morts. Ces structures témoignaient souvent de la position qu'occupait la personne dans la société. Ainsi, pour les personnes vraiment importantes, les VIP de leur époque, on bâtissait d'immenses monuments qui abriteraient leurs dépouilles longtemps après leur disparition. Certaines de ces civilisations croyaient que la vie se poursuivait de l'autre côté du voile. C'est pourquoi on enterrait les gens avec leurs possessions. S'ils étaient riches et puissants, les sépultures étaient remplies d'or et de richesses. Imagine maintenant que tu vives en Égypte ancienne. Tu sais exactement où se trouvent tous les tombeaux des pharaons et tu as entendu des rumeurs sur les grandes richesses conservées dans ces lieux. Peut-être serais-tu tenté d'aller y jeter un coup d'œil? Il s'agit de grandes salles remplies du sol au plafond d'objets d'or, de bijoux et même d'argent. C'est vrai, c'est tentant. Et comme il n'y avait pas de gardien pour protéger l'entrée de ces lieux, les Égyptiens devaient faire preuve d'imagination pour préserver ces trésors. Les pièges étaient une solution très pratique. On construisait par exemple des salles vides à l'intérieur des monuments afin de confondre les voleurs. Examinons la dernière demeure d'Amenhotep III. Elle fut construite dans la ville de Luxor, dans un wadi secondaire de la vallée des rois. Deux ingénieurs français ont découvert le monument entre 1905 et 1914. Cette structure est immense et comporte plus de 10 salles reliées entre elles par de longs couloirs et de raides escaliers. La salle du roi est la mieux dissimulée, et avant de la trouver, un étranger sera perdu plusieurs fois dans ce sombre dédale. D'autres pharaons ont tenté de protéger leurs richesses en faisant construire des monuments dont les faux planchers dissimulaient des trous d'une profondeur pouvant aller jusqu'à 6 mètres. Les visiteurs indésirables étaient ainsi découragés dans leurs recherches en voyant s'ouvrir le sol en chemin vers la chambre du roi. Outre les faux planchers, ils excellaient à construire de véritables labyrinthes de couloirs et de fausses murailles. Et les voleurs pouvaient mettre des heures avant de trouver la riche sépulture. Quant aux serpents venimeux, il est probable qu'ils soient venus d'eux-mêmes s'installer dans les fosses de ces monuments. Et sans doute ne restaient-ils pas très longtemps. Comment ces reptiles auraient-ils pu survivre des années durant sans nourriture dans cet obscur intérieur? Oui, il s'agit donc bien encore d'une légende inventée par Hollywood. Si ces pièges te paraissaient ennuyeux, les archéologues ont trouvé un moyen de dissuasion intéressant dans la dernière demeure de la Reine Rouge de Palenque au Mexique. Palenque était l'une des puissantes cités mayas du Mexique précolombien. On pense que la Reine Rouge était la grand-mère du dernier roi maya. Sans aucun doute, une personne d'une grande importance pour l'Empire. En son honneur, un immense monument fut construit pour conserver son corps après sa mort. La découverte de la tombe elle-même a été un véritable événement. Les archéologues ont trouvé un ancien monument en creusant sur le site en 1994.
ils ont d'abord vu une salle avec une porte cachée. Une fois la porte ouverte, ils ont découvert un long couloir. Enfin, au bout de ce couloir, se trouvait la chambre de la reine. Les archéologues étaient impatients de mettre au jour cette salle contenant la momie de la reine. Elle était entourée de perles, de coquillages de jade et de pierres précieuses. Mais en explorant les vestiges, l'équipe a remarqué quelque chose d'assez étrange. La pièce était couverte de poudre rouge. Les chercheurs connaissaient l'importance de cette couleur pour le peuple maya et savaient qu'ils s'en servaient pour décorer leurs vêtements et leurs bâtiments. Mais ils ne comprenaient pas la présence de cette substance inconnue dans la sépulture de la reine. Après en avoir rapporté un échantillon pour une analyse approfondie, ils ont découvert que cette poudre était du cinabre, un minéral très nocif. Cette poudre, lorsqu'elle est inhalée, peut causer de graves dommages à la santé d'une personne. L'équipe a conclu qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège pour ceux qui tenteraient de s'emparer de ces richesses. Les poudres toxiques sont peut-être les pièges les plus efficaces que nous ayons vus jusqu'à présent. Mais le moyen le moins onéreux d'éloigner les visiteurs indésirables était peut-être d'inscrire des sortilèges sur les surfaces des monuments. Nous en ririons probablement aujourd'hui, mais à l'époque, cela marchait extrêmement bien. Les sorts disaient généralement que quiconque emporterait quoi que ce soit connaîtrait un destin funeste. Certaines formules promettaient aux voleurs qu'ils perdraient leur maison dans de grands incendies ou de terribles inondations, d'autres que les malfaiteurs auraient des problèmes de santé incurables. Mais rien de tout ça n'a suffi à dissuader les pilleurs. D'étranges histoires semblent attester de la réalité de ces sortilèges. L'une d'entre elles est celle du célèbre égyptologue britannique Howard Carter, responsable de la découverte de la tombe du pharaon Toutankhamon dans les années 1920. Après des mois de fouilles infructueuses, Carter a découvert cette sépulture par hasard. Il a trouvé l'entrée d'un escalier sous le sol dans lequel il creusait depuis des mois. Aidé d'une équipe, il a dégagé les amas de sable qui en bloquaient l'entrée et a découvert une porte. Plusieurs symboles étaient gravés sur celle-ci. Et Carter savait que cela ne pouvait que signifier qu'une personne très importante avait été enterrée à cet endroit. Et il avait raison. À l'aide de son burin, il fit un trou dans le coin supérieur gauche de la porte en s'éclairant à la flamme d'une bougie. Il n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, de nombreux objets d'or ainsi que des joyaux brillaient de tout leur feu. Carter venait de découvrir la dernière demeure de Toutankhamon, perdue depuis 3000 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette découverte s'accompagna d'une série d'événements malheureux qui portent à croire qu'un sort avait été jeté. Quelques années plus tard, Carter mourut mystérieusement. Et certains de ses assistants perdirent leur maison dans des inondations, tout comme l'une des formules le promettait. Certaines personnes croient qu'il s'agit de simples coïncidences, car il n'y a aucune preuve du lien entre ces différents événements. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Était-ce un bon piège après tout? Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tézontl. Impressionnant, non ? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction, mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011,
Ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasse et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh
la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celles d'Égypte ressemblaient à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. L'histoire raconte que deux jumeaux mayas adoraient les jouer au ballon. Bien sûr, ils étaient très doués, mais ils faisaient aussi beaucoup de bruit en jouant. Les seigneurs de la mort se sont vite montrés gênés par ce bruit et ont convoqué les deux garçons à un endroit que les Mayas appelaient Xibalba. Dès que les garçons sont arrivés à leur lugubre destination, les seigneurs de la mort ont commencé à leur faire passer une série de tests. Très vite, les jumeaux inexpérimentés ont échoué au test et ont perdu la vie. Mais ce n'était pas en vain. Ce triste événement a donné naissance à un bel arbre fruitier. Très vite, une jeune femme a vu un beau fruit sur cet arbre et s'est approchée pour le cueillir. La légende raconte que peu de temps après, elle a donné naissance à deux autres jumeaux, Hunahpu et Ixbalanque. Tout comme leurs ancêtres, ces jumeaux étaient d'excellents joueurs de balle. Mais ils étaient tout aussi bruyants, et les seigneurs de la mort se sont de nouveau agacés. Ils ont alors décidé de demander à cette paire de jumeaux de venir jouer à un jeu dans l'inframonde, pensant ainsi se débarrasser d'eux. Lorsque les jumeaux sont arrivés, les seigneurs les ont fait passer par un certain nombre d'endroits effrayants. Le premier était la maison des ténèbres, qui était très sombre. Ils ont ensuite traversé la maison des couteaux, où ils devaient éviter de se blesser. Les jumeaux ont ensuite fait un feu dans la maison du froid pour ne pas geler, et ont traversé la maison des jaguars, où ils ont réussi à persuader les animaux de ne pas les manger. Enfin, ils sont entrés dans la maison des chauves-souris, où ils semblèrent avoir perdu leur chance. L'une des chauves-souris a réussi à s'enfuir, avec la tête de Hunahpu. Les seigneurs ont alors défié les jumeaux de jouer à la balle avec eux, mais les garçons étaient clairement désavantagés. Ixbalanque a placé une tortue sur les épaules de Hunahpu pour lui remplacer la tête qu'il avait perdue.
et ils ont commencé à jouer. Alors que les seigneurs étaient distraits par un animal près de la cour, Xbalanque a volé la tête de son frère et l'a remise à sa place. Aux grandes dames des seigneurs, les jumeaux ont alors réussi à égaliser la partie. Hunahpu et Xbalanque ont continué à jouer une série de tours aux seigneurs de l'inframonde. L'un d'entre eux impliquait que Xbalanque blesse Hunahpu, puis le ramène à la vie. Les seigneurs ont été tellement impressionnés par la performance des jumeaux qu'ils leur ont demandé de leur faire le même coup. Bien entendu, les jumeaux ont accepté. Mais après avoir exécuté leur tour sur certains des seigneurs, ils ont refusé de les ranimer. Voyant ce qui venait de se passer, les seigneurs de la mort ont reconnu leur défaite et ont demandé la vie sauve, promettant de ne plus jamais intervenir dans la vie des gens. Hunahpu et Xbalanque étaient heureux d'avoir vengé leurs ancêtres et gagné le respect des seigneurs. La légende raconte que les seigneurs du ciel furent si impressionnés par les jumeaux qu'ils les emmenèrent vivre dans le ciel en transformant l'un en la lune, l'autre en le soleil. La civilisation maya a été l'une des sociétés indigènes les plus dominantes de l'histoire. Leur folklore et leurs traditions sont encore découverts et étudiés aujourd'hui. Les Mayas vivaient sur un territoire appelé Mésoamérique. Il s'agit de l'actuel Mexique et d'une partie de l'Amérique centrale, comme le Guatemala, le Belize, le Honduras, la péninsule du Yucatan et le Salvador. Ils ont vécu de 1800 à 900 avant notre ère et jusqu'à 900-1500 après notre ère. Outre leurs légendes impressionnantes, les Mayas étaient des inventeurs très habiles. Ils sont connus pour leur calendrier, leur système d'écriture, leurs méthodes agricoles et leur sport. Leur écriture, par exemple, a été retrouvée gravée sur des bâtiments et des monuments en pierre, ainsi que dans des livres rares et des poteries. Il s'agit d'un système composé de plus de 800 hiéroglyphes aux combinaisons variées. Chacun de ces signes représenterait une syllabe. Leur système d'écriture a été déchiffré par accident par Tatiana Proskouriakov, une Américaine qui avait d'abord étudié pour devenir architecte. N'ayant pas trouvé de travail dans son domaine, elle est finalement devenue une mayaniste à part entière, bien qu'elle n'ait pas reçu de formation académique. Ali Dik a été la première à remarquer que le glyphe maya grenouille renversée signifiait naissance, et que le glyphe mal de dents indiquait la date à laquelle le roi montait sur le trône. Cela a permis aux scientifiques de déterminer plus facilement les dates de naissance et les noms des souverains d'une dynastie maya donnée. Ils ont également inventé le concept de zéro, qui est considéré comme l'une des plus grandes innovations des mathématiques, de la physique et de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, même à cette époque, les gens comprenaient l'idée de ne rien avoir, mais le concept de zéro en tant que nombre est une invention relativement récente. Un fait amusant à propos des Mayas est qu'ils aimèrent beaucoup les chapeaux. Plus leurs chapeaux étaient grands, plus ils étaient importants. Non seulement c'était une sorte de mode, mais cela leur donnait aussi l'impression d'être plus grands de taille, ce qui était très important pour leur esthétique. Les Mayas ont également élaboré l'un des calendriers les plus complexes de l'histoire de l'humanité. C'est le premier à utiliser le zéro comme valeur de remplacement. Leur calendrier s'est terminé le 21 décembre 2012, ce qui a amené certaines personnes à croire qu'il s'agissait de la fin du monde. Ce n'était évidemment pas le cas. Il se trouve que cette date coïncidait avec la fin d'un cycle d'années maya. Mais tu sais, même s'ils étaient très avancés en sciences et en astronomie, ils ont commis quelques erreurs. L'une d'entre elles consistait à croire que le monde était plat. Selon leur théorie, les 4 coins du monde étaient surveillés par les frères seigneurs qui empêchèrent le ciel de tomber sur leur terre. Mais il faut tirer un grand coup de chapeau à leur menu, car ils étaient des mangeurs de chocolat bien connus. Ils ont fait de la dégustation de chocolat une forme d'art. La boisson qu'ils préparaient ne ressemblait pas vraiment au chocolat chaud que nous apprécions aujourd'hui. Leur recette consistait à mélanger le cacao avec de l'eau, du miel, du piment, de la farine de maïs et d'autres ingrédients pour obtenir une boisson mousseuse et épicée. Le rituel de la consommation de cacao était un élément essentiel de leur célébration. Nous n'avons pas fini de découvrir tous les aspects étonnants de leur architecture et de leur civilisation. Il y a quelques années seulement, une pyramide maya a été découverte à Tonina, dans l'état mexicain du Chiapas. On estime qu'elle a plus de 1000 ans. Si elle a échappé si longtemps aux archéologues, c'est parce qu'elle était cachée sous ce que l'on croyait être une colline naturelle. Les ruines de 2 cités mayas ont été récemment découvertes dans l'état mexicain de Campeche. Pourquoi ne les avait-on pas découvertes jusqu'à présent?
parce qu'elles étaient cachées par une végétation très dense, ce qui rendait leur accès difficile aux archéologues. Les Mayas n'ont pas simplement disparu. Leurs descendants sont toujours là aujourd'hui, et nombre d'entre eux ont choisi de vivre sur les terres de leurs ancêtres. On les trouve par exemple au Guatemala, où les Mayas constituent que la majorité de la population. Globalement, l'ethnie Maya regroupe des personnes qui parlent différentes langues mayas, comme le yucatèque, le quiché, le kekchi ou le mopan. Il n'avait aucune idée de ce qu'était une journée de spa, mais les Mayas aimèrent bien transpirer de temps en temps. Des huttes à sudation ont été découvertes autour d'anciens sites mayas. Elles étaient construites en pierre ou en adobe. Ces salles constituaient un élément essentiel de leur rituel de purification et de soins de santé. L'une des plus anciennes huttes à sudation a été découverte à Coelho, dans le nord du Belize, et semble remonter à 3000 ans. L'un des éléments les plus importants de la culture maya était un jeu de balle qu'ils appelaient pits. Il avait une signification à la fois politique et spirituelle. On peut voir des terrains de jeu de balle dans des parties importantes des sites archéologiques mayas. Le but principal du jeu était de faire passer une balle en caoutchouc à travers un cerceau de pierre très haut, sans utiliser les mains. En fait, il s'agissait d'une combinaison de football et de basketball. Cependant, ce jeu pouvait avoir de graves conséquences. Le perdant risquait même parfois de perdre la vie. Des enjeux considérables, en effet. En raison de ce jeu et du besoin de balles rebondissantes, le peuple maya a été l'une des premières cultures à utiliser le caoutchouc. Il le fabriquait à partir de latex naturel. Il existait différentes sortes de caoutchouc en fonction des substances naturelles avec lesquelles le latex était mélangé. Nous sommes en 1923. Deux adolescents se faufilent hors de chez eux au milieu de la nuit à Florida City. Selon la rumeur, un homme construisait tout seul un château de pierre. Mais chaque fois que quelqu'un essayait de voir ce que l'homme faisait, il s'arrêtait de travailler. Les adolescents, curieux, ont réussi à pénétrer dans le jardin d'Ed et ont vu quelque chose qu'ils ont plus tard décrit comme véritablement magique. Ils ont vu des pierres flotter comme des ballons à l'hélium. L'homme était capable de déplacer jusqu'à 30 tonnes sans l'aide de personne pour bâtir son château. Nul n'était autorisé à le voir travailler, mais il parlait fièrement de son projet dans toute la ville. Et quand les gens lui demandaient comment il faisait pour construire un château de pierre de ses propres mains, il répondait simplement « J'ai percé le secret des pyramides ». Cette histoire commence en Lettonie, le pays d'origine d'Edward Lidskalnin. Edward est né dans un petit village le 12 janvier 1887. Il a grandi dans une famille de maçons, ce qui explique sans doute sa connaissance des techniques de construction anciennes. Cependant, c'était un enfant maladif et il était incapable de porter de lourdes charges ou de pratiquer une activité physique intense. Un revers de fortune a décidé du destin d'Edward lorsqu'il avait 26 ans. L'amour de sa vie a rompu leur fiançailles et Ed, le cœur brisé, a décidé de déménager aux États-Unis. Il a vécu dans divers États américains avant de finalement s'installer en Floride où son aventure a commencé. Ed a passé des années à chercher une terre où construire la maison de ses rêves. Les bonnes terres agricoles ne l'intéressaient pas. Lorsque les gens lui demandaient pourquoi, il ne répondait que par un sourire. Finalement, il s'est décidé pour un terrain et l'a acheté contre les recommandations de ses plus proches amis. Le sol était rocheux et par conséquent incultivable. Mais il était parfait pour ce qu'il cherchait à faire. Les amis d'Ed le décrivaient souvent comme quelqu'un d'excentrique. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il voulait construire une maison, il se contentait de répondre « C'est pour l'amour de mes 16 ans. Un jour, elle reviendra. » Puis il changeait de sujet de conversation. Il a fallu environ 30 ans à Ed pour terminer le château de corail et il a tout fait tout seul. Il ne travaillait que la nuit et ne laissait jamais personne voir ce qu'il faisait. Le château de corail est un ouvrage rempli de mystères. Si tu voulais visiter le site à l'époque, tu devais passer par une porte tournante de 9 tonnes et de 2 mètres de haut que même un enfant pouvait pousser avec qu'un seul doigt. Ed était si fier de sa porte qu'il a initialement nommé son site le parc à la porte de pierre. Il n'a été rebaptisé château de corail que bien plus tard, après le décès d'Edward. Une fois à l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer les incroyables merveilles de construction d'Edward Lidskalnin. Des tours, des symboles mystiques, des meubles et des balançoires, tout entièrement fait de blocs de pierre monolithiques.
Les pierres sont posées les unes sur les autres et ne tiennent ensemble que par leur propre poids. Et crois-le ou non, le parc compte environ 1100 tonnes de pierres. Aujourd'hui, si tu visites la maison d'Ed, tu pourras même voir les instruments élémentaires qu'il utilisait pour travailler. Burin, marteau, cordes et poulies. Mais ces réalisations semblent difficilement imaginables avec des équipements modernes. Sans eux, elles semblent impossibles. L'énigme du château de corail réside dans sa construction même et les techniques utilisées. Sur la seule photo d'Ed Lidskalnin au travail, nous voyons une structure à levier simple, composée d'un palan à chaîne attaché à un trépied de bois. Le trépied était fait de vieux poteaux téléphoniques surmontés d'un caisson en bois. Ce qu'il y avait dans le caisson demeure bien sûr un mystère. Malheureusement, il a emporté ses secrets avec lui, n'ayant jamais dévoilé la vérité de son travail à quiconque. Mais nous en saurons peut-être davantage un jour, car plusieurs personnes ont émis des théories et continuent encore aujourd'hui de spéculer sur les techniques employées. Selon l'une de ces théories, il existerait un réseau harmonique dans la couche superficielle de la Terre et donc des zones d'antigravité en certains points du globe. On pense que le château de corail aurait été construit sur une de ces zones. Cela pourrait expliquer pourquoi Ed a mis si longtemps à trouver le terrain qui lui convenait. Peut-être cherchait-il un site qui lui permettrait d'exploiter ses forces antigravitationnelles. Mais chaque fois qu'Ed parlait de son travail, il disait simplement qu'il avait tout compris des lois relatives au poids et aux effets de levier et qu'il avait percé le secret des pyramides. Mais de quel secret s'agissait-il, te demandes-tu peut-être? D'après Ed lui-même, tout reposait dans le magnétisme. Il a même publié un texte intitulé « Le courant magnétique ». Il y explique que toute chose contient des particules magnétiques, il ne reste qu'à découvrir où elles se trouvent exactement à l'intérieur de tel ou tel objet. Et ainsi, les objets peuvent être soulevés et déplacés sans presque aucun effort. Un peu comme on déplace quelque chose de lourd sous l'eau. Les scientifiques disent que si nous supposons qu'Ed Lidskalnin et les bâtisseurs de pyramides ont utilisé la même technique, il n'aurait fallu qu'environ 4700 ouvriers pour construire la grande pyramide de Gizeh, au lieu des 20 à 100 000 estimés habituellement. Mais cette histoire recèle encore de nombreux mystères. À la fin des années 1920, Ed terminait la construction de son château de corail à Florida City. Des rumeurs sur son travail s'étaient répandues dans toute la ville. Les gens disaient qu'Ed cachait de l'argent quelque part dans sa maison. Une nuit, un groupe d'hommes a attendu qu'Ed se trouve seul pour s'introduire dans le château et le cambrioler. Ils n'ont pas trouvé d'argent et n'ont heureusement pas fait de mal à Ed. Mais les jours suivants, celui-ci a décidé qu'il valait mieux qu'il quitte ces terres. Bien sûr, il n'a pas emporté que sa brosse à dents avec lui. Il a décidé de déplacer l'ensemble du château de corail sur un autre site, à 10 km de l'endroit où il avait bâti son parc. La légende raconte qu'Ed aurait engagé un chauffeur de camion en exigeant qu'il garde le secret sur ce qu'il avait l'intention de faire. Il lui a demandé de regarder ailleurs pendant qu'il chargeait le camion tout seul, déplaçant toutes les pierres sans aucune aide. Une fois le camion rempli, Ed est allé installer son château à Homestead, en Floride, où le parc se trouve encore aujourd'hui. En 1986, on a envoyé une équipe d'ingénieurs de l'université de Floride pour tenter de réparer la porte d'entrée du parc, ce portail tournant de 9 tonnes dont Ed était si fier. Ils s'y sont rendus munis des équipements les plus modernes, parmi lesquels une grue de 20 tonnes. Lorsque les ingénieurs ont démonté la porte, ils ont remarqué qu'Ed avait placé une étrange pierre circulaire au-dessous. Les ingénieurs ne comprenaient pas comment cette pierre de la taille d'un frisbee pouvait soutenir un poids de 9 tonnes sans être immédiatement réduite en miettes. Ils ont envoyé la pierre au département de géologie de l'université de Floride, mais les géologues l'ont simplement renvoyée en affirmant qu'ils ne savaient pas d'où elle pouvait provenir. Rien dans leur base de données ne pouvait les renseigner sur son origine. Les ingénieurs ont remis la porte de 9 tonnes en place en essayant d'utiliser d'autres techniques. Au début, cela ne fonctionnait pas sans la base qu'Ed avait utilisée. Ils ont donc dû couper directement dans la pierre pour que la porte puisse à nouveau tourner, prouvant du même coup qu'aucune technologie moderne ne pouvait reproduire ce qu'Ed avait fait tout seul. Avance rapide jusqu'en 2011. Un homme a prétendu avoir percé le mystère des bâtisseurs de pyramides et d'Ed Lidskalnin lui-même.
Wally Wellington, un ouvrier du bâtiment à la retraite du comté de Lapeer dans le Michigan, a réussi à construire quelque chose en utilisant des techniques similaires à celles utilisées par Ed. Wellington est célèbre pour avoir bâti son propre Stonehenge dans le Michigan. On dit qu'il a utilisé des machines simples, des leviers et des contrepoids pour déplacer des blocs de béton de plusieurs milliers de kilos. Contrairement à Ed, Wellington a partagé ses techniques avec le public. De multiples vidéos présentent les techniques d'ingénierie qu'il a mises au point en employant que des matériaux très simples. C'est vraiment impressionnant. Il a déplacé sa grange entière sur un autre site en n'utilisant que des outils élémentaires. Cependant, il n'y a aucun moyen de savoir si ce sont les mêmes techniques que celles utilisées pour la construction du château de corail. À ce jour, les secrets du célèbre château n'ont toujours pas été élucidés. Mais qui sait, nous y... Si quelqu'un invente enfin le voyage dans le temps et que vous vous rendez dans le passé, vous ne reconnaîtrez pas la plupart des choses que vous connaissez et aimez aujourd'hui. La Statue de la Liberté et les pyramides d'Égypte, certains gadgets de base comme la télécommande et votre ordinateur portable, et même le maïs que vous mangez au déjeuner ont tous changé au point d'être méconnaissables. Lorsque les pyramides ont été construites en Égypte ancienne, à Gizeh et dans d'autres lieux, elles n'avaient pas du tout cet aspect brun sablonneux. Elles étaient recouvertes de calcaire blanc. Quand on les regardait sous le soleil brûlant d'Afrique, on était obligé de détourner le regard tant elles étaient lisses et brillantes. Les bâtisseurs utilisèrent environ 6 millions de tonnes de calcaire pour la seule grande pyramide de Gizeh. C'est la plus grande de celles qui sont encore debout. Les souverains locaux étaient plutôt économes et ils réutilisèrent certaines des pierres de revêtement pour d'autres projets de construction. Un tremblement de terre massif survenu au XIVe siècle détacha également une partie des pierres. Vous ne verrez donc pas beaucoup de calcaire, mais il y en a encore au sommet de la pyramide de Khéphren à Gizeh. On dirait une deuxième pointe au-dessus de la première. Dans l'Antiquité, toutes les pyramides étaient coiffées de pyramidions recouverts d'un mélange d'or et d'argent. La plupart ont été perdus au fil des siècles, mais vous pouvez encore en voir quelques-uns dans les musées. Ils représentent des divinités égyptiennes. Les pyramides ont probablement été conçues d'après une pierre pointue sacrée, le benben. Elles représentaient les rayons du soleil. Soulever de lourdes pierres n'était pas si simple sans la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Je suppose que vous serez d'accord avec moi si vous avez déjà aidé vos amis à déménager au moins une fois et qu'ils vous ont fait porter le canapé. Mais les Égyptiens avaient pensé à tout et ont justement choisi la forme pyramidale car elle permet de répartir le poids uniformément sur l'ensemble de l'objet. La Statue de la Liberté a également subi une transformation majeure depuis son inauguration en 1886. Croyez-le ou non, elle était autrefois d'un brun brillant, comme un centime. 20 ans plus tard, elle est devenue verte. Ce n'était pas un effet de mode, mais une réaction chimique. La statue est recouverte de centaines de fines feuilles de cuivre. Lorsque le cuivre entre en contact avec l'air, il forme une couche protectrice appelée verre de gris. C'est pourquoi les statues et autres objets en cuivre, en laiton et en bronze peuvent durer si longtemps. Lorsque Lady Liberty est devenue verte, les autorités ont décidé que ce serait une bonne idée de la repeindre. C'était bien avant l'avènement des réseaux sociaux, et il n'était donc pas possible de laisser un commentaire furieux sous le post présentant cette idée. Mais les journaux locaux en ont parlé et le public n'a pas été d'accord. Le Times a ensuite interviewé un fabricant de cuivre et de bronze, qui a confirmé qu'il ne fallait pas la repeindre, car enlever cette couche protectrice reviendrait à détruire la statue. Au fil des ans, des gens ont suggéré à plusieurs reprises de repeindre Lady Liberty, mais personne ne l'a jamais fait. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je n'arrive pas à imaginer cette dame dans une autre couleur, alors je suppose que c'est mieux ainsi. Vous aimez les bananes autant que moi ? La prochaine fois que vous en dégusterez une bien juteuse, n'oubliez pas que vous devez cette texture à la culture sélective. À l'origine, les bananes sauvages contenaient beaucoup de grosses graines dures et peu de cette pulpe délicieuse. Et la pastèque sucrée, vous aimez ça ? Son histoire remonte à plus de 5000 ans. Autrefois, la chair de la pastèque était amère, d'un blanc jaunâtre, et il était très difficile de l'ouvrir. La culture sélective a encore sauvé la mise, et les pastèques sont devenues beaucoup plus sucrées. Les scientifiques japonais sont allés plus loin encore, et en ont inventé une version sans pépins. La grand-mère du maïs est une graminée mexicaine appelée théocinthe.
Les grains de cette graminée étaient petits, et même plutôt rares. Il y a plusieurs milliers d'années, les agriculteurs ne conservaient donc que les graines des plantes les plus grandes, les plus savoureuses, ou dont les grains étaient plus faciles à moudre. Et nous les remercions de nous avoir donné ce délicieux maïs que nous consommons aujourd'hui. Et imaginez ça, les avocats sauvages étaient si petits qu'ils tenaient facilement dans une main. Leur noyau était si gros qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Et leur coque était également beaucoup plus dure que celle des avocats modernes auxquels nous sommes habitués. Vous ne pourriez probablement pas accomplir beaucoup de travail aujourd'hui sans votre précieux ordinateur, mais je ne peux pas vous dire exactement à qui vous devriez dire merci pour cette invention. L'ABC de 1942 est l'un des prétendants au titre de premier ordinateur. C'est l'acronyme d'Atanasoff Berry Computer, nommé d'après ses inventeurs de l'Université d'État de l'Iowa. L'ABC pesait plus de 320 kg. Oui, le vôtre est certainement beaucoup plus léger. Cette machine était composée d'environ 300 tubes à vide et possédait un tambour rotatif, un peu plus grand qu'un pot de peinture, sur lequel se trouvaient de petits condensateurs. Un condensateur est un gadget capable de stocker une charge électrique, comme une batterie. L'ABC pouvait résoudre des problèmes comportant jusqu'à 29 variables différentes, ce qui permettait aux scientifiques de gagner du temps. Comme les ordinateurs modernes, il utilisait un système binaire, des 1 et des 0, pour représenter tous les nombres et toutes les données. Grâce à ça, il est devenu possible d'effectuer des calculs électroniquement. Et maintenant, écoutez un peu ça. L'ABC effectuait une opération toutes les 15 secondes environ. À titre de comparaison, un ordinateur fait aujourd'hui des millions d'opérations par seconde. Contrairement à la technologie que nous utilisons de nos jours, l'ABC n'avait pas de programme enregistré modifiable. Un programme ne pouvait donc effectuer qu'une seule tâche à la fois. Un opérateur devait noter la réponse intermédiaire, puis la recomposer dans l'ordinateur. Voilà pourquoi je suis heureux de vivre au XXIe siècle. La télécommande que vous utilisez pour toutes sortes d'appareils ne date pas d'hier non plus. Nikola Tesla, qui nous a donné le courant alternatif, a conçu l'une des premières télécommandes sans fil en 1898. Il a baptisé son invention le téléautomaton et l'a présenté à l'aide d'un bateau miniature contrôlé par ondes radio. Le bateau était équipé d'une petite antenne métallique. Tesla envoyait des signaux au bateau à l'aide d'une boîte munie d'un levier et d'une clé télégraphique, sa version d'une télécommande. Ces signaux mettaient en mouvement les contacts électriques du bateau et faisaient bouger le gouvernail et l'hélice. Le concept de la télécommande s'est ensuite rapidement étendu à d'autres gadgets. La première télécommande de télévision est apparue en 1950. Elle a été conçue par la Zenith Radio Corporation, qui l'a baptisée LazyBone. Ça veut dire gros paresseux. La LazyBone était dotée d'un énorme câble relié au téléviseur. Ceux qui l'ont essayé ne sont pas tombés amoureux tout de suite de cette invention. Ils se prenaient les pieds dedans tout le temps. Pas très pratique, je vous l'accorde. Si vous habitez ou travaillez tout en haut d'un immeuble, cette invention est pour vous. Voici le premier ascenseur pour passagers. Il se déplaçait à la vitesse de 12 mètres par minute. Ce n'est pas très rapide, je sais, comparé au record d'aujourd'hui qui est de 12 mètres par seconde. Mais bon, il date de 1857 et a été construit à New York. Il s'agissait plus d'une attraction touristique que d'une nécessité. L'ascenseur fonctionnait à l'aide d'un moteur à vapeur caché dans le sous-sol d'un bâtiment de 5 étages. Mais il fut fermé 3 ans plus tard parce que le public ne l'appréciait pas. C'est à cette époque que Otis Tufts a déposé le premier brevet pour un chemin de fer vertical. Son invention comprenait un wagon équipé d'un banc pour que les gens puissent s'asseoir. Un endroit idéal pour se retrouver entre amis, vous ne pensez pas? Ensuite, ils ont commencé à installer des ascenseurs dans les hôtels de luxe du monde entier. Il s'agissait de véritables salles très joliment décorées, avec des sièges rembourrés, des miroirs sur les murs et parfois même un petit lustre. Un opérateur fermait la porte et la cabine commençait sa très lente ascension. On l'utilisait car c'était à la mode. Ce n'était pas très rapide. Moi, j'ai toujours préféré les escaliers. Tout le monde aime les sites archéologiques. Le Colisée romain, la cité antique du Machu Picchu, les pyramides de Gizeh. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ils ressemblaient autrefois, à l'époque où ils ont été construits? Ou même à l'époque où ils étaient recouverts de lierre et oubliés par l'humanité?
Attache ta ceinture car nous partons pour un voyage dans le temps vers les plus grands sites archéologiques du monde. Notre voyage commence en Amérique du Sud, au fin fond des montagnes péruviennes. Voici la cité de Machu Picchu. C'est un immense tribut à l'ingéniosité et à la puissance de la civilisation Inca. À son apogée, cette dernière s'étendait sur 4000 km le long du littoral de l'Amérique du Sud, de l'actuel Équateur jusqu'au Chili. Et le Machu Picchu était situé au cœur de celle-ci. Le site historique a été construit à environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, plus ou moins vers 1450 avant notre ère. La ville, ceinte de murs, était composée d'environ 150 bâtiments en pierre. Les Incas ont réussi à construire des temples, des maisons et même un système complexe d'aqueducs pour irriguer toute la ville. Et oui, ils ont fait tout cela sans l'aide de roues ou d'instruments en fer. L'habitat ressemblait peu ou prou aux maisons de pierre que nous voyons de nos jours, à la différence que les Incas n'utilisaient pas de ciment pour sceller les blocs ensemble. Pourtant, ils s'emboîtent parfaitement les uns avec les autres. En plus de cela, les Incas ont dû développer une technologie antisismique rudimentaire mais efficace, puisqu'en cas de tremblement de terre, les pierres tremblaient sans s'effondrer. Si le Machu Picchu avait été construit aujourd'hui, il aurait fallu plus de 70 millions de dollars pour le terminer entièrement. L'objectif du site est encore un mystère pour de nombreux historiens. Selon certaines théories, il aurait pu être construit comme un site cérémoniel, une place forte pour le peuple inca, ou même un lieu de villégiature pour la royauté. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'au XVIe siècle, 100 ans après la construction du Machu Picchu, sa population l'a abandonné. Les racines des arbres ont envahi la majorité du site et l'ont caché à l'humanité pendant plus de 4 siècles. Ce n'est qu'au XXe siècle que le Machu Picchu a été révélé aux yeux du monde lorsqu'un fermier péruvien a accompagné Hiram Bingham, professeur à l'université de Yale, pour une visite du site. Depuis, Bingham et de nombreux autres explorateurs ont consacré leur vie et leurs recherches à l'étude de la merveille archéologique qu'est le Machu Picchu. Le prochain arrêt de notre machine à voyager dans le temps est la ville de Pompéi, en Italie. Pompéi a imprégné notre imaginaire collectif pendant de nombreux siècles. L'éruption du mont Vésuve en 79 après Jésus-Christ et la destruction d'une ville entière ne sont, espérons-le, pas quelque chose qui se reproduira de sitôt. Mais tu dois te demander à quoi ressemblait Pompéi lors de son dernier jour. Il n'a fallu que 18 petites heures pour que les rues, les marchés, les maisons et le forum de Pompéi soient ensevelis sous des millions de tonnes de cendres volcaniques. Grâce à des scientifiques ingénieux, nous avons découvert que la lave et les cendres qui ont recouvert Pompéi le tout dernier jour ont en fait contribué à figer la ville dans le temps. Contrairement à la glace, le nuage de cendres n'a pas préservé la ville intacte. Mais à mesure que les objets se sont désintégrés pendant 2000 ans, ils ont laissé des vides sous la terre. Les archéologues ont découvert que s'ils remplissaient ces vides avec du plâtre, la forme de la ville enterrée pouvait être révélée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bien sûr, cela n'avait rien à voir avec la ville animée de 12 000 habitants qui existait depuis de nombreuses années avant l'éruption fatidique. Pompéi était une cité vibrante et riche. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de Pompéi abritaient des maisons impressionnantes, certaines avec des balcons, ce qui était un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, même certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont trouvé des fresques et des peintures murales bien conservées et représentant des créatures mythologiques. Elles indiquaient généralement que des membres de la haute société vivaient là. Les ruines montrent que la ville disposait même de thermes et de douches fabriquées avec des matériaux luxueux. Et apparemment, les habitants de Pompéi avaient des dents incroyables. Les archéologues ont même pu distinguer un tel niveau de détail dans les moules de plâtre qu'ils ont récupérés sous terre. Toujours sur le territoire italien se trouve l'une des plus grandes attractions touristiques du monde, le Colisée romain. Il a été construit comme un amphithéâtre sous le règne de l'empereur Vespasien vers 70 après Jésus-Christ. Ce n'est qu'en l'an 80 que le fils de Vespasien, l'empereur Titus, a inauguré le Colisée. Le monument était une merveille à contempler, des murs de 50 mètres de haut, plus de 80 entrées et une capacité de 87 000 spectateurs. Toutes les classes sociales étaient les bienvenues au Colisée, ce qui explique en partie pourquoi il a prospéré pendant tant de siècles. Pendant le déclin de l'Empire romain, vers le VIe siècle après Jésus-Christ, le Colisée a commencé à être négligé et abandonné.
Le monument a été pillé et certaines des pierres de ses colonnes ont été utilisées pour construire des infrastructures ailleurs. Il ne reste plus qu'un tiers du Colisée d'origine, et vu comme il est grand aujourd'hui, on peut imaginer à quel point il était colossal à l'époque. La Grèce a été le berceau de l'une des plus grandes civilisations du monde. À l'apogée de cette culture, littéralement et historiquement parlant, il y a plus ou moins 2400 ans, les Athéniens ont construit une citadelle connue sous le nom d'Acropole. L'Acropole, qui est composée de bâtiments historiques, est considérée comme l'un des plus grands repères de la civilisation occidentale à ce jour. Les touristes qui visitent Athènes aujourd'hui peuvent admirer les piliers jaunis et brisés du Parthénon qui se dressent sur l'une des plus hautes collines de la ville. Mais à l'époque de sa construction, entre 447 et 432 avant Jésus-Christ, l'imposant et majestueux Parthénon était d'un blanc immaculé, car tout le monument était construit en marbre étincelant. Les statues à l'intérieur étaient faites d'or. Le Parthénon est un temple de 2000 m², soutenu par 69 colonnes de marbre. Les plus grands blocs de marbre sont massifs et pèsent environ 10 tonnes chacun. Et le fait le plus surprenant est que le marbre ne provenait pas d'Athènes, mais d'un site voisin qui se trouvait à 15 km de l'Acropole, connu sous le nom de Mont Pentélique. Les historiens, intrigués par l'origine du matériau primaire utilisé pour la construction de l'Acropole, ont trouvé de petits et de gros blocs de marbre éparpillés sur le sol du Pentélique. Il y avait aussi une route pavée que les Grecs avaient construite pour transporter les pierres. Mais le monument le plus marquant de tous les temps est peut-être celui qui se trouve à la lisière du Moyen-Orient, à l'extérieur de la ville égyptienne du Caire. Les pyramides de Gizeh sont considérées comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Le complexe a été construit comme tombeau pour le pharaon Khéops il y a environ 4500 ans. Entre 20 et 30 000 ouvriers ont participé à sa construction et il est composé de 3 pyramides. Ce monument massif est fait d'environ 8000 tonnes de granit et de plus de 550 000 tonnes de mortier, ce qui lui donne l'apparence qu'il a aujourd'hui. Mais savais-tu que les pyramides n'avaient pas toujours eu cette apparence? Loin de là, elles étaient d'un blanc brillant avec une pointe triangulaire dorée au sommet. C'est parce que les Égyptiens ont utilisé plus de 6 millions de tonnes de calcaire pour recouvrir l'ensemble de la structure rocheuse en forme d'escalier. Tout cela pour qu'elle puisse briller d'un blanc éclatant sous le soleil impitoyable du ciel égyptien. La pyramide de Khéops est restée la plus haute structure sur Terre réalisée par des humains pendant plus de 3800 ans. C'était la seule pyramide à 8 faces d'Égypte et on pensait qu'elle était alignée avec la ceinture d'Orion. Elle est considérée comme la construction la plus alignée face au nord. En 1979, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dirigeons-nous maintenant vers la ville indienne d'Agra pour une visite rapide du Taj Mahal. Tu le connais peut-être sous ce nom, mais il porte aussi un nom plus attachant, une larme sur la joue du temps. La construction du Taj Mahal a duré plus de 22 ans et a été commandée en 1632 par l'empereur moghol Shah Jahan comme une déclaration d'amour pour sa 3e et favorite épouse, Mumtaz Mahal. Il a été construit en marbre blanc et étonnamment, grâce à une conservation rigoureuse, il reste encore très semblable à ce qu'il était lors de sa construction. Toutes ces merveilles du passé t'ont-elles donné envie de voyager? Dis-nous dans les commentaires si tu as déjà visité certains de ces sites ou quels autres lieux intéressants tu ajouterais à cette vidéo. Tu peux compter sur les gens qui arpentent Google Earth pour tomber sur les endroits les plus inattendus et les plus étranges au monde. Comme cette mystérieuse pyramide découverte en Antarctique, par exemple. Très vite, Internet s'est mis à foisonner de toutes sortes de théories concernant cette forme inhabituelle. Serait-ce le signe d'une forme de vie inconnue? Cette pyramide est-elle vraiment naturelle ou bien est-elle artificielle? Pour commencer, ce n'est pas la première fois que l'on découvre une pyramide en Antarctique. La première a été observée par l'expédition antarctique britannique dans les années 1910 et a été gardée secrète pendant longtemps. Cette découverte passée sous silence n'a fait qu'ajouter au mystère. Une seconde structure de ce type a été découverte en 2016, ce qui a encore accru l'intérêt pour la question. Le mystère a été assez vite décrypté par les scientifiques. Ces formations sont tout simplement des montagnes. Elles se situent près des monts Ellsworth, une chaîne de plus de 400 km de long. Donc ce sont juste des pics montagneux qui ont percé la couche de glace.
Quant à leur forme particulière, il s'agit juste d'une coïncidence. On trouve des pyramides partout dans la nature. Le mont Cervin dans les Alpes et le mont Búlandstindur en Islande, par exemple, sont assez similaires en termes de forme. Le nom officiel de pareils pics est Nunatak, c'est-à-dire des pics rocheux qui émergent d'un glacier ou d'une couche de glace. L'Antarctique a des caractéristiques encore bien plus stupéfiantes, comme le fait qu'il abrite 60 à 90% de l'eau douce du monde. C'est parce que sa couche de glace est la plus vaste de notre planète, s'étendant sur 14 millions de kilomètres carrés. On t'épargne les calculs, mais cela ne laisse qu'1% du continent dépourvu de glace. La glace de l'Antarctique atteint 4,5 km d'épaisseur à son point le plus profond, soit la moitié de la hauteur du mont Everest. Si elle venait à fondre complètement, le niveau de la mer s'élèverait d'environ 60 mètres. Mais il n'a pas toujours fait aussi froid ici. À un certain moment de l'histoire de notre planète, l'Antarctique présentait les mêmes températures moyennes que la ville de Melbourne aujourd'hui. Il a fallu beaucoup de recherches, mais les scientifiques ont découvert que les températures de l'Antarctique pouvaient atteindre jusqu'à 17 degrés Celsius. Bien sûr, c'était il y a 40 à 50 millions d'années. Mais si tu y réfléchis, c'était à la même époque que les dinosaures parcouraient notre Terre. Le temps s'écoule aussi différemment sur ce continent glacé. Toutes les lignes de longitude qui nous aident à calculer les différents fuseaux horaires fusionnent en un seul point, au pôle sud. Ici, le jour dure 6 mois en été, suivi de 6 mois d'obscurité totale pendant la saison froide. Les scientifiques qui travaillent ici se réfèrent donc le plus souvent à leur fuseau horaire d'origine. Les chutes de sang ne sont pas un vulgaire chapitre d'un film d'épouvante, mais simplement une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain, rempli d'un type de bactéries particulier. Ces petits organismes absorbent des sulfates en guise de nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ces eaux est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement lorsqu'elle entre en contact de l'air. Ainsi, la couleur rougeâtre de la cascade lui donne aussi son nom. Le mégalodon fut l'un des plus grands prédateurs jamais connus dans l'histoire de notre planète. En termes d'habitat, le mégalodon vivait dans pratiquement toutes les eaux de notre globe, sauf près des pôles. La raison pour laquelle on n'a pas trouvé de dents de mégalodon en Antarctique est probablement que la créature gigantesque était adaptée uniquement aux eaux chaudes tropicales et subtropicales. Si tu prévois de visiter l'Antarctique en bateau un jour, sache que tu risques de ne pas y parvenir sur un bateau autre que métallique. La coque de ton navire doit être en acier ou en aluminium pour résister aux conditions climatiques difficiles qui règnent ici. L'Antarctique n'abrite pas beaucoup d'insectes. En fait, il n'y a qu'une seule véritable espèce d'insecte qui ait élu domicile ici. C'est un moucheron sans ailes, du nom de Belgica antarctica. Ce diptère est si petit qu'il n'atteint que 2 à 6 mm de long. De nombreux poissons de l'Antarctique ont aussi une substance antigel dans leur sang. Ils n'en ont pas forcément besoin pour se protéger du froid, mais surtout pour éviter d'entrer en contact avec la glace. Ces antigels sont constitués de grosses molécules de glycoprotéines. Elles entourent les petits cristaux de glace qui pourraient se former en s'assurant qu'ils ne se répandent pas dans les tissus de l'animal, ce qui pourrait causer beaucoup de dégâts. Elles agissent également comme une sorte de petit coussin, bloquant les cristaux de glace pointus afin qu'ils soient moins susceptibles de provoquer une douleur quelconque. Il ne pleut pas non plus beaucoup sur ce continent glacé. Mais l'Antarctique a une particularité météorologique étonnante. Il regorge de poussière de diamants. Cette poussière est en fait constituée de petits cristaux de glace qui se forment dans l'air humide près de la surface. Tu peux voir cela comme un brouillard glacé. Lorsqu'ils circulent dans l'air et sont frappés par la lumière du soleil, ils se mettent à scintiller, et ce qui donne aux visiteurs l'impression d'être entourés de diamants. C'est probablement le dernier endroit où tu voudrais accoucher. Mais c'est en 1978 que la première personne est née ici de tous les temps. Son nom est Emilio Marcos Palma, et depuis lors, 10 autres personnes sont nées ici en Antarctique. Il se trouve un lac sur ce continent glacé qui est tellement saturé de sel qu'il lui est impossible de geler, même si les températures peuvent descendre jusqu'à moins 15 degrés Celsius. C'est parce que l'eau pure gèle à 0 degrés Celsius. L'eau qui contient du sel, ou toute autre substance d'ailleurs, gèlera quand même, mais à une température bien plus basse. Cette température inférieure est variable en fonction de la substance elle-même et de la quantité qui s'en trouve dans l'eau. L'Antarctique fut le dernier continent à être découvert officiellement.
Il est resté complètement inexploré jusque dans les années 1920. Mais il aura fallu 20 ans de plus pour confirmer qu'il s'agissait bien d'un continent et pas seulement d'un amas d'îles glacées. Ce n'est pas parce qu'il fait très froid ici que tu ne peux pas y avoir de rendez-vous galant. Une nuit de décembre, un scientifique américain en poste en Antarctique s'est connecté à une application de rencontre, simplement par curiosité. Il était certain qu'aucun autre profil n'apparaîtrait, mais à sa grande surprise, il a trouvé quelqu'un assez rapidement. Une autre chercheuse qui était postée à seulement 45 minutes de là et qui se trouvait en hélicoptère, bien sûr. Ils ont fini par se rencontrer et ont ainsi eu le premier encart en Antarctique jamais enregistré. Hormis la glace, ce continent possède quelque chose d'autre en bien plus grande abondance que n'importe quel autre endroit sur Terre. Des météorites. Si l'on se réfère aux recherches effectuées par les scientifiques, les météorites ont les mêmes chances d'atteindre n'importe quel point de notre planète. Cependant, une fois qu'elles ont traversé notre atmosphère, la situation se complique un peu. C'est parce que les différents climats de notre planète, comme ceux que l'on trouve près des jungles, ont beaucoup d'humidité et d'oxygène, capables de corroder la plupart des météorites. Le climat de l'Antarctique est vraiment sec, et donc la possibilité que les météorites s'y corrodent est faible, voire carrément nulle. De plus, il est beaucoup plus facile de repérer ces roches sur la surface blanche et glacée de ce désert que dans n'importe quel autre endroit sur Terre. Si le froid ne te fait pas peur, tu vas sûrement flipper quand tu entendras parler des vents qui règnent ici. C'est parce que l'Antarctique est essentiellement l'endroit le plus venteux de la planète. On a rapporté que la vitesse des vents ici pouvait même atteindre les 320 km/h. La majorité d'entre nous a cru pendant très longtemps que Stonehenge, l'un des monuments les plus emblématiques au monde, était un calendrier antique en raison de son alignement avec les solstices d'été et d'hiver. Mais personne n'a pu comprendre comment il fonctionnait vraiment. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs a publié une nouvelle étude. Il s'avère que Stonehenge pourrait bel et bien avoir fonctionné comme un calendrier solaire sur une période similaire à celui qu'utilisaient les anciens Égyptiens et basé sur une année composée de 365,25 jours. Chacune des pierres de ce grand cercle mystérieux représentait un jour dans un mois. Et ces gros rochers sont appelés des pierres de Sarcène. Il s'agit en fait d'un calendrier perpétuel où les gens pouvaient suivre chaque coucher de soleil du solstice d'hiver. De cette façon, les gens qui vivaient près de Stonehenge, lequel se trouve encore aujourd'hui dans le Wiltshire au Royaume-Uni, pouvaient suivre les jours et les mois de l'année. On comprend désormais ce mystérieux système de calendrier, grâce à cette intéressante découverte faite en 2020. L'équipe a identifié la provenance de 50 des 52 pierres de Sarcène qui composent le cercle de pierres emblématique. Ils ont analysé la composition chimique de ces pierres et ont retracé leurs origines à la forêt de Westwoods, dans le Wiltshire, qui se trouve à environ 24 km du monument. Non seulement ces 50 pierres proviennent de la même source, mais elles ont également été placées à leur emplacement actuel à peu près au même moment. Elles forment le cercle extérieur de Stonehenge, ainsi qu'un anneau intérieur en forme de fer à cheval. Près du centre du monument, il y a des roches plus petites appelées pierres bleues. L'équipe a retracé les origines des pierres bleues jusqu'au pays de Galles. Ils ont également découvert que les roches de Sarcène avaient une composition chimique commune. Plus de 99% de silice avec des traces de fer, d'aluminium et de calcium. Deux pierres de Sarcène étaient toutefois différentes l'une de l'autre et de l'amas principal. Les pierres de Sarcène ont été disposées en 3 formations différentes à Stonehenge. 30 d'entre elles ont formé cet énorme cercle de pierres qui domine le monument. 4 pierres de position se sont retrouvées en formation rectangulaire à l'extérieur du cercle, tandis que les autres, situées à l'intérieur du cercle, ont été disposées en 5 trilithes. Également connu sous le nom de dolmen, un trilithe est formé de 2 pierres verticales avec un linteau horizontal au sommet. 30, 5 et 4 sont des chiffres assez intéressants dans ce système de calendrier. Les 30 menhirs qui sont répartis autour de l'anneau principal pourraient représenter les jours du mois. Si tu multiplies ce chiffre par 12, tu obtiens 360. Et si tu ajoutes 5, qui est le nombre de trilithes centraux, le résultat est 365. Et pour vraiment ajuster le calendrier, afin qu'il corresponde à une année solaire, il faut ajouter un jour bissextile supplémentaire tous les 4 ans. L'équipe pense que les anciens utilisaient justement les 4 pierres de position pour cela. Dans ce système, ils marquaient les solstices d'été et d'hiver chaque année avec la même paire de pierres. Les anciens ont commencé à construire Stonehenge il y a environ 5000 ans, et il leur a fallu plus de 1000 ans pour terminer le travail.
Mais le Stonehenge que l'on peut voir aujourd'hui n'est pas la version complète et originale du début. Beaucoup de ces anciennes pierres bleues et de ces blocs de sarcène ont été cassés ou emportés. La structure entière a également changé au fil du temps, car de nombreuses générations, 180 pour être précis, se sont succédées depuis le début de Stonehenge et elles ont participé à sa construction et à sa reconstruction. Les gens ont créé Stonehenge en 4 étapes. Ils ont d'abord construit une enceinte circulaire qui s'étendait sur 100 mètres de diamètre et entourait 56 fosses. Un haut talus flanque le fossé de l'enceinte, tandis qu'il y a un talus bas à l'extérieur. Certaines théories disent même que cette partie était une sorte de cimetière communal. Plus tard, dans la deuxième phase, les bâtisseurs ont ajouté un fer à cheval de trilite en sarcène. Lors de la troisième étape, ils ont construit une avenue cérémoniale de près de 3 km de long. Elle suivait probablement le chemin des pierres bleues qui ont été déplacées des premiers trous d'Aubray aux trous Q et R, un double arc dans lequel ces pierres bleues ont été disposées. À ce stade, les bâtisseurs ont également réorganisé les pierres d'entrée et recoupé le fossé de l'enceinte principale. Lors de la quatrième étape, les pierres ont été cassées et les bâtisseurs ont gravé des sculptures dans le sarcène. Plus tard, les pierres bleues ont été à nouveau modifiées. Les bâtisseurs n'ont laissé aucune trace écrite de la façon dont ils ont réussi à traîner ces lourdes pierres jusqu'au site et à les faire tenir si parfaitement droites. Mais selon certaines théories, leur technique était davantage liée au travail du bois qu'à la maçonnerie. Ils ont réalisé des trous de mortaise et des tenons saillants pour rassembler les pierres et ont utilisé des joints à rainures et languettes pour ce faire. Lorsqu'ils ont creusé le trou pour les pierres, ils ont placé des poteaux en bois à l'arrière du trou qui ont servi de support. Puis, ils ont mis la pierre en position et l'ont hissée vers le haut avec des cordes. Ils ont tassé des gravats dans le trou pour s'assurer que la pierre reste en place. Une société agricole pré-industrielle a donc assemblé ce monument fascinant en utilisant uniquement des outils en pierre et en os. La roue n'avait même pas encore été inventée. Cette formation inhabituelle est aussi connue sous le nom de roche sonnante. Les pierres que tu peux voir à Stonehenge ont des propriétés acoustiques assez étranges. Lorsque tu les frappes, elles produisent un fort bruit de gong. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les gens ont pris la peine de les transporter sur une si longue distance en premier lieu. Dans certaines cultures anciennes, les gens croyaient que ces roches avaient des pouvoirs de guérison. C'est un endroit très populaire qui attire plus d'1 million de visiteurs par an. Lorsqu'il a été ouvert au public pour la première fois, les visiteurs étaient autorisés à se promener parmi les pierres. Ils pouvaient même grimper dessus car il n'y avait aucune restriction. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les visiteurs écaillaient régulièrement des morceaux de la roche pour les rapporter chez eux en souvenir. Ils gravaient également leurs initiales dans les pierres. Ils campaient à l'intérieur du cercle et y dressaient des feux de camp, sans se rendre compte que cela pouvait sérieusement compromettre la stabilité de l'ensemble du monument. Au fil du temps, il y a eu de plus en plus de restrictions, jusqu'à ce que le monument soit finalement interdit d'accès en 1997 à cause de la grave érosion des pierres. Cela signifie que si tu veux le visiter, tu ne peux le voir que de loin, à moins que tu ne payes un supplément pour la visite du cercle de pierre qui ne peut être organisé qu'en dehors des heures de visite normales. À l'origine, Stonehenge avait 2 entrées qui menaient à l'enceinte. Il y en avait une large au nord-est et une autre un peu plus étroite située du côté sud. Si tu l'observes aujourd'hui, tu peux voir qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les pierres. C'est surtout à cause des traces, faites par la suite, qui traversaient autrefois le monument. Le sol à l'intérieur de Stonehenge a été gravement perturbé, et pas seulement à cause des visiteurs creusant des fosses à feu. Un groupe de personnes a creusé un grand et profond trou dans le cercle de pierre au XVIIe siècle parce qu'ils cherchaient un trésor. Puis il y a eu Charles Darwin qui a aussi fait des fouilles parce qu'il étudiait les vers de terre de la région. Il voulait savoir comment ces vers pouvaient avoir un impact sur les objets dans le sol au fil du temps. Il a observé comment une pierre tombée là s'était enfoncée plus profondément dans le sol et a réalisé que cela se produisait à cause des activités de ces minuscules créatures qui barattaient le sol en permanence. En 1963, une théorie a circulé selon laquelle Stonehenge avait été construit comme une sorte d'ordinateur qui prédisait les éclipses solaires et lunaires. Plus tard, certains ont suggéré qu'il avait en fait été construit comme un monument aux ancêtres décédés. Selon cette théorie, la permanence de ces pierres représentait la vie éternelle après la mort. Un bloc de sarcène moyen pèse 25 tonnes, tandis que le plus gros pèse environ 30 tonnes.
Si tu veux te faire une idée de la taille réelle de ces pierres, tu peux aller derrière le centre des visiteurs, dans la galerie extérieure, pour voir une réplique de roche de Sarsène. C'est une copie conforme d'un menhir de l'un des trilithes qui se trouve dans le fer à cheval intérieur du monument. Il y a 5 maisons néolithiques à Stonehenge, si l'on se base sur les traces archéologiques réelles d'habitation trouvées dans cette zone. Chacune d'entre elles avait des murs construits avec des pieux et un sol en craie. Certaines avaient même des meubles. On a aussi découvert beaucoup de détritus, ce qui signifie que les gens de cette région organisaient des célébrations et des festins. Des recherches ont montré que les gens ont vécu dans ces maisons pendant 50 à 100 ans, vers 4500 ans avant Jésus-Christ, ce qui correspond à l'époque où les bâtisseurs ont apporté les roches de Sarsène à Stonehenge. Pendant que Stonehenge était érigé, des générations entières ont connu des changements majeurs, de l'âge de pierre au début de l'âge de bronze. Les gens n'étaient plus aussi sédentaires et isolés. Ils ont commencé à voyager et à commercer davantage, ce qui signifie qu'ils communiquaient